Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio. Le Grand Dialogue. Sécurité, quelle stratégie pour combler le départ de Barkhane et de Takuba? Sur le thème du Grand Dialogue, les opérations de sécurisation des forces armées maliennes, FAMA, se poursuivent à travers le pays, dans plusieurs localités, notamment au centre et au nord du pays. Les populations saluent cette montée en puissance des FAMA. Une situation qui intervient au moment où l'on assiste au départ des forces Barkhane et de Takuba du pays. Comment se déroulent ces opérations? Comment combler le départ des militaires étrangers de la zone? Faut-il craindre de représailles? Quel peut être l'apport des groupes armés signataires dans cette situation? Pour répondre à toutes ces questions et bien d'autres, nous avons fait appel à 3 personnes. Il s'agit de Ibrahim Soumaré, analyste en diplomatie et en stratégie, Mohamed Ben Mamata Touré, président de l'association Anko Mali, et Alousseni Gundo du centre d'analyse sur la gouvernance et la sécurité au Sahel. Mesdames et messieurs, je suis Imrana Kilomaïga, invité, auditeur, téléspectateur. Merci de nous recevoir sur 85 radios sur l'ensemble du territoire national et 3 télévisions. Merci et bienvenue. Le Grand Dialogue. Ibrahim Soumaré, quel regard faites-vous de cette montée en puissance soudaine de l'armée malienne? Alors, merci d'abord pour l'invitation. Cette montée en puissance, c'est une des caractéristiques de ce que notre armée a préparé depuis un certain temps. Je crois qu'il faudrait indiquer la datation d'ailleurs de cette volonté de monter en puissance, qui vient coïncider avec une période où il y a une sorte d'hésitation au niveau d'un partenaire stratégique réellement, en ce qui concerne la poursuite de l'accompagnement de cette armée. Notre armée a pris ses responsabilités dès de 2020, et même en 2019 déjà, il y avait des prémices, mais c'est surtout à partir de 2020 qu'on a vu cette volonté de l'armée malienne à planifier ses actions, à être responsable des programmations que les forces étrangères stationnées dans notre pays soient tenues de nous communiquer, et ont pris l'engagement maintenant de prendre en charge par eux-mêmes la sécurisation des zones les plus sensibles. Avant, c'était les 3 frontières. Ils ont axé leur stratégie de reconquête, pas seulement dans les 3 frontières. Alors c'est ça qui est extraordinaire. C'est ça la montée en puissance en réalité de notre armée. Est-ce que vous partagez cet avis, Mohamed Ben Mamata? Bon, merci. Effectivement, je partage l'avis du fait qu'à un certain moment donné, quand nous avions constaté qu'il y avait des champs qui brûlaient, et puis tout récemment avec l'affaire de Songo, nous avons entendu parler un communiqué du ministère de la Défense qui disait, du chef d'état-major général des armées, qui disait que l'armée va changer de stratégie. Donc maintenant, pour nous, la stratégie était quoi? C'est de faire les replis stratégiques comme nous avions l'habitude d'entendre. Donc, à notre grande surprise, quand les formateurs russes sont venus, et automatiquement, nous avons vu qu'ils sont partis après l'attaque de Songo pour commencer à intervenir dans la zone de Gon là-bas. Et partant de là, donc nous sommes là à constater vraiment cette montée en puissance qui n'est pas un slogan, mais qui est une réalité qui se vit sur le terrain. Cette montée en puissance est entendue depuis 2018. Quelle différence existe entre celle qui a été dite en 2018 et celle d'aujourd'hui? Bon, en 2018, même si ça avait été dit qu'il y avait une montée en puissance, peut-être c'était une montée en puissance politique. Et cette fois-ci, nous constatons que la montée en puissance n'est pas politique, ce n'est pas sur les lèvres, mais c'est une réalité qui se voit et qui se vit sur le terrain. Donc ça fait... les hommes politiques, vous savez, ils font une communication purement politique
Et c'est différent d'une communication militaire aussi dont les gens s'attendent. Donc nous, on s'attendait à des... Auparavant, l'armée malienne était restée là, enfermée sur elle-même. Elle ne faisait pas d'offensive. Donc maintenant, l'armée commence à faire des offensives. L'armée commence à sortir pour aller attaquer les bases des terroristes. Donc c'est là la différence entre 2018 et le temps que nous vivons maintenant. Alousseini Guindo, vous êtes du centre d'analyse stratégique, notamment sur la bonne gouvernance. Quelle analyse faites-vous de cette montée en puissance de l'armée malienne? Que disent les populations par rapport à ça? Ok, merci beaucoup. Bon, je partage légèrement leur point de vue. Moi, je ne parlerai pas de montée en puissance, mais je parlerai plutôt d'offensive. L'armée est aujourd'hui dans une dynamique offensive qui n'est cachée à personne. Maintenant, relativement à la datation, nous nous rappelons bien qu'en 2020, il y avait encore des villages qui étaient sous occupation. Notamment, je parle en faisant référence à Dogofiri, qui n'était pas libéré. Et je parle aussi en faisant référence à la zone de Djenné, qui était sous occupation aussi. Et ainsi de suite. Maintenant, arrivé mi-2021, à ces jours 2022, on peut dire que vraiment l'armée est entrée véritablement dans une dynamique offensive. Et en citant aussi les événements de Songo et aussi des brûlures de vivres un peu dans cette partie du centre, notamment la région de Ségou, il y avait une véritable tragédie des hommes qui combattent au nom du djihad, sémant la terreur et l'horreur dans ces zones-là. Donc pour moi, on ne peut pas parler un peu, se référant à la datation, notamment à partir de 2020, les populations plairaient toujours la détresse. Mais depuis au milieu 2021, début 2022, à là où on est aujourd'hui, l'armée est véritablement en position offensive. Je suis un peu aussi réticent par rapport à l'appellation de la montée ou de la montée en puissance de l'armée, puisque tout simplement encore il y a des zones qui sont sous occupation. Chez moi, dans la région de Douanza, Mondoro encore plaire de la terreur des djihadistes dans cette zone qui est toujours sous occupation. Il n'y a pas longtemps, vous avez appris la nouvelle que l'armée traversant la zone de Koro en partance vers Mondoro a sauté sur une mine au niveau du village de Domno, donc qu'ils ont prétendu être enterrés par les populations en complicité avec les terroristes, et ils ont fait une descente musclée sur ces villages pour vraiment toucher les populations civiles qui ont vraiment payé de leur lourd tribut de cette exaction de l'armée. Il faut le dire ainsi, à peu près 13 personnes civiles ont perdu la vie. Donc à ce niveau, moi je suis plutôt vigilant par rapport aux appellations de la montée en puissance de l'armée, mais aujourd'hui une chose est claire, l'armée est dans une position offensive. Ibrahim, j'ai dit Ibrahim, Alousseini parle d'appellation offensive, et pourtant ces offensives ont commencé en novembre 2021 et cela a permis le retour de plusieurs dizaines de déplacés et de réfugiés. Comment sécuriser selon vous ces zones une fois récupérées? Voilà. Alors, lorsqu'on parle de montée en puissance, on parle de stratégie. Autrement dit, la montée en puissance en matière de défense, c'est la vision stratégique que l'armée a. Cette vision stratégique, elle le prépare pendant un certain temps et elle le met en application de façon tactique, qui est maintenant la montée en puissance. La montée en puissance, c'est une technique qui permet à l'armée malienne maintenant de ratisser large selon un plan stratégique qui a été élaboré et que les opérationnels sont tenus de suivre. Alors ça, c'est juste pour ne pas faire de confusion entre montée en puissance et, comme il dit, force offensive, hein, qui est là, c'est de la tactique. On est carrément dans la tactique. Mais on va peut-être rester un peu dans la stratégie parce que vous savez, une de nos défaillances peut-être, c'est que, ou un des succès d'ailleurs de la communication, de l'Internet, des réseaux sociaux, c'est cette capacité que tout le monde a à être au courant de ce que l'autre fait dans le même temps et dans la même heure. Et en général, puisque nous sommes toujours dans une situation de lutte contre le terrorisme, et puis encore une fois, le terrorisme, c'est un mode d'action, c'est une mode d'action. On ne lutte pas contre le terrorisme, puisque c'est un mode d'action. On lutte contre un mouvement idéologique qui peut être djihadiste, qui peut être des trafiquants, etc. Bon. Alors, maintenant, il y a cette capacité qu'ont les autres à écouter.
Et notre stratégie à nous consiste véritablement, comme on l'a fait depuis un certain temps, à surprendre l'ennemi, à le frapper par des réseaux de renseignement et également par une sorte de osmose que notre armée doit avoir avec les populations qui vivent dans ces communautés-là. Alors maintenant, notre difficulté se trouve à chaque fois que nous communiquons. Qu'est-ce que nous communiquons et qu'est-ce qui a l'avantage des autres qui sont des entrepreneurs de troubles? Quel est leur intérêt à nous écouter? Alors c'est pour ça j'aurais aimé que nous puissions effectivement rentrer de façon factuelle sur les cas de terrain en étant le plus évasif si parmi nous, certains ont des informations. En tous les cas, moi, j'en ai pas. Mais si certains parmi nous en ont, nous sommes toujours en mode opérationnel fort et réel. Voilà. Qu'est-ce qui empêcherait, selon vous, ou qui aurait empêché l'armée malienne à faire ses offensives plus tôt que ce qu'on voit aujourd'hui? Plutôt, c'est-à-dire... Bien avant, aujourd'hui, pourquoi? Bon, qu'est-ce qui empêcherait l'armée à ne pas faire ça? Il y a d'abord une volonté politique. Selon moi, il y a une volonté politique. Et si vous fondez votre lutte en fonction de l'alliance que vous avez contractée et que vous êtes mu par les orientations stratégiques de cette alliance, vous êtes comme pris en étau par cette alliance-là. En revanche, si c'est vous-même qui établissez votre mode de fonctionnement, votre plan stratégique, et que vous êtes en mesure de l'appliquer, vous l'appliquez. Et si vous êtes en partenariat avec d'autres, vous vous interdisez que les autres vous ditent votre plan stratégique. Et je crois que ce qui se passe actuellement, c'est cette volonté de vouloir endogéniser nos plans stratégiques. L'armée malienne actuellement a un état-major, son état-major travaille, établit ses plans de ratissage, ses plans stratégiques, n'a pas besoin du quitus ou de la caution d'un autre partenaire. Il aurait besoin du quitus ou de la caution de notre partenaire, qu'il serait pris en étau par le plan stratégique de ce partenaire-là. Alors, c'est une façon de vous dire que notre armée, maintenant, a repris en main sa destinée, sa souveraineté militaire. Il n'y aura jamais de souveraineté militaire si les états-majors de notre armée ne font pas le travail de planification qui les incombe et dont ils ont la capacité puisqu'ils connaissent les réalités du terrain. Alors moi, je crois que c'est ça qui explique d'abord l'enthousiasme au niveau de la troupe et cette volonté forte qu'a notre armée de déployer toutes ses capacités de lutte contre les entrepreneurs de la terreur. D'accord. Alors, Mohamed Ben Mamata Touré, est-ce qu'aujourd'hui, l'armée a un plan un plan de sécurisation une fois que ces différentes localités soient bombardées, comme on l'appelle, les frappes aériennes? Est-ce qu'il y a un plan derrière pour sécuriser ces zones-là? Bon, depuis qu'ils ont commencé à mener les frappes, donc nous n'avons ni entendu ni vu de communiqué de la part des autorités militaires pour nous dire qu'après les ratissages que les localités sont sécurisées. Donc on entend que l'armée monte en puissance, les ratissages se font, des terroristes sont tués. Et comment sécuriser ces zones-là une fois? Bon, comment sécuriser ces zones pour ne pas permettre à ces terroristes de revenir après le départ de l'armée? Bon, pour sécuriser ces zones, c'est très facile. Il faut mettre une arrière-base en place. Et une arrière-base, ça veut dire quoi? Il faut que les localités dont ils passent pour choisir les terroristes, il faut qu'ils mettent une arrière-base. Et puis encore, les milices d'Osso qui sont là. Il ne faut pas que les milices d'Osso soient désarmées et laissées à eux-mêmes. Donc si on désarme ces milices d'Osso, les terroristes que vous voyez qui sont en train d'être combattus par l'armée. Ce sont uniquement au centre du pays? Du nord au centre. Au nord, il n'y a pas de Dosso. Bon, au nord, c'est autre chose. Mais au nord, ils peuvent mettre une base arrière là. Donc, pas loin des différents villages ou bien des différentes localités où ils font leur ratissage. Bon, en ce qui concerne le centre,
comme il y a des chasseurs qui sont là-bas, donc il y a des chasseurs, il y a des milices d'autodéfense qui sont là, qui peuvent sécuriser les zones après les militaires. Donc les militaires avancent en profondeur et ces milices d'autodéfense sont là à sécuriser leur village. Sinon, s'ils continuent à faire le ratissage comme ça, il n'y a pas de suivi et puis il n'y a pas d'arrière-base. Donc dites-vous que les terroristes vont revenir. Parce que les terroristes ne sont pas loin de la population. Les terroristes vivent parmi les populations, dans les hameaux, dans les villages et même dans les grandes villes. Nous constatons maintenant dans la zone de Nyono vers les Djabali, Farabou et autres là, ceux qui ont été chassés de là-bas, ceux qui ont pu s'échapper, ils viennent, ils dorment avec les populations de ces différentes localités. Mais les gens n'ont pas le courage de les dénoncer. Donc tout le monde se tait parce que tu te dis que si jamais tu parles, donc ils vont venir te tuer. Donc vaut mieux prévenir, te sauver que de faire certaines choses. Donc maintenant, après cela, il doit y avoir des petites préparations de trucs qui doivent être faits par différents départements ministériels aussi. Vous parlez de groupes d'autodéfense. D'ailleurs, les groupes armés signataires de l'accord souhaitent également combler ce vide que laisse l'opération Barkhane et Takuba. Comment cette cohabitation avec les groupes armés et l'armée malienne pourrait se faire? Bon, moi, je crains fort de cette alliance groupe armé et puis armée malienne. Parce que c'est des gens qui devraient être désarmés. Et jusqu'à présent, ils n'ont pas été désarmés, ils ont les armes en main. Et avec quelle garantie nous pouvons être avec eux, surtout pour faire les patrouilles mixtes ensemble. Donc souvent, il y a une crise de confiance entre eux et puis nous, nos militaires. Jusqu'à preuve de contraire, l'accord d'Alger qui est là n'a pas pu être mis en application, surtout le DDR dont on parle. La première étape de l'accord, c'est le désarmement d'abord. Donc ce désarmement n'a pas été fait, même si on nous dit qu'on a créé le MOC ou bien je ne sais pas, un système là. Ce système, vraiment, moi, quand même, je n'ai pas du tout confiance en ce système. D'accord. Faut-il craindre l'apport des groupes armés signataires de l'accord dans cette situation? Bon, je dirais plus ou moins, puisque du moment où, par rapport à cette question de la signature des accords pour la paix, nous entendons des bruits relevant des ambivalences dans la prise des décisions et dans leurs applications, puisque depuis l'avènement de cette histoire, nous avons entendu le ministère de la Paix et de la Cohésion sociale, notamment par le ministre Ismaël Ouagué, qui est le président de ces cadres-là, qui évoque tantôt la bonne foi et la bonne marche de ces accords pouvant aboutir vraiment à un désarmement réel dans cette partie, et tantôt aussi la mauvaise foi des acteurs impliqués dans cette résolution. Donc, de par l'ambivalence de cette situation, moi je suis quand même réticent de me prononcer favorable à cela. Mais la seule chose que je peux dire, c'est que la force doit revenir à l'État, l'État doit s'assumer, et que tout ce qui ne s'inscrivrait pas dans la dynamique de la restauration de la dignité et de l'intégrité territoriale malienne, que ceci vraiment soit tenu pour compte et qu'il soit vraiment mis devant leurs gestes. Maintenant, relativement à ce que mon doyen a dit, je voudrais un peu revenir, s'agissant du cutis. Je dirais la situation du nord du pays diffère un peu par rapport à la situation du centre du pays. Je peux dire qu'au nord, on peut dire que l'armée, avec toutes ses forces étrangères présentes, avec lesquelles elle avait affaire pour couvrir la sécurité de la zone, avait besoin du quitus de certains de ses partenaires, notamment la France et d'autres impliqués aux côtés de l'armée malienne pour sécuriser la zone. Mais relativement au centre du pays, moi je pense qu'avec les cris et les détresses de la population de Koro, Bankas, Bandiagara, Douanza, sans oublier Nyono et Ségou, l'armée malienne n'avait pas besoin de quitus pour cette zone du centre du Mali qui a sa particularité par rapport au nord pour intervenir. Donc l'indépendance aux forces armées de gérer cette affaire relativement de la sécurisation des hommes et leurs biens, je pense qu'était une mission qui leur a jamais échappé depuis la prise de pouvoir, notamment la déposition d'Ibeka où Assimi Goïta était le premier chargé des questions de défense et de sécurité à la vice-présidence avant d'être président de la République. Donc moi je pense que toutes les affaires et tous les outils pouvant permettre à l'armée pour intervenir dans ces zones vraiment étaient dits à l'armée pour intervenir favorablement. Donc je suis réticent par rapport à la question du cutis qui n'était pas dit à l'armée pour intervenir favorablement dans les zones
zones occupées par les djihadistes. En tout cas, pas pour les raisons du centre du Mali. Puisque je me rappelle, il n'y a pas longtemps encore, quand les populations ont fait des cris appelant l'armée à intervenir, c'est là où l'armée n'intervenait même pas avant, même après les cris des populations, qu'aujourd'hui l'armée est en train vraiment de faire des succès et des ratissages. Ces opérations d'offensive dont vous parlez, est-ce que les groupes armés aujourd'hui pourraient être utiles pour l'armée une fois faire des frappes aériennes quelque part? Vous parlez des groupes armés non étatiques, notamment les DOZO et autres, les mouvements d'autodéfense particulièrement. Parce que quand on parle de groupes armés non étatiques, il y a les terroristes que nous épargnons qui combattent les raisons d'être de la République, mais les groupes armés non étatiques, notamment les DOZO, il faut aussi noter quand même qu'ils étaient là et qui ont joué le rôle des sentinelles à l'absence des forces armées dans ces zones épris de paix et de sécurité. Depuis fort longtemps, avant que l'armée n'entre réellement en position offensive, c'était les autodéfenses d'Anna Amassagou et les Fato Bougou et encore d'autres groupements d'autodéfense d'Ozo, Bambara, Bozo, Pel et de toutes les composantes ethniques de ces zones-là qui ont quand même pris le relais et qui ont remplacé l'armée qui a un peu laissé ces zones sous occupation. Un moment, ces autodéfenses, à travers la voix de leur chef d'état-major Youssouf Toloba, n'a pas manqué de dire « nous appelons à une intervention commune avec les forces armées », c'est-à-dire des patrouilles mixtes et aussi nous donner même des quittes de sécuriser les zones où l'armée n'est pas par faute d'effectifs que l'État nécessaire de communiquer, que l'armée manquait d'effectifs pour vraiment mettre des camps dans ces zones occupées par les djihadistes ou même souvent pour faire des patrouilles permanentes sur les axes routiers, notamment sur l'axe routier Sévaré, Koro, Bankas, Bandiagara où les attaques étaient vraiment fréquentes et qui a fait que nous avons déploré des dynamitements des ponts au niveau des Songo qui a été répétitif maintes fois sans que nous ayons pu poser des dispositifs sécuritaire auprès de ces ponts à travers un contingent militaire qui puisse sécuriser cette partie-là. Donc, pour revenir par rapport à votre question, c'est pour dire que la mixité ou l'intervention commune avec ces forces d'Ozo et l'armée était une chose qui était souhaitée à un moment. Mais aujourd'hui, comme toujours, on continue à pleurer le manque d'effectifs des forces armées. Je pense qu'il serait vraiment judicieux de désarmer ces milices et de les reverser dans les forces armées maliennes pour booster l'effectif et pour leur permettre aussi de garantir la sécurité des hommes et leurs biens dans cette partie du centre du Mali. Vous avez donné tout à l'heure, vous avez donné des explications par rapport aux raisons de la montée en puissance de l'armée malienne. Alors comment sécuriser ces populations libérées? Voilà. Alors pour le problème de quitus, c'est pas que je dis qu'au centre, il faut un quitus. Non, je dis que lorsque vous établissez un plan stratégique et que ce plan stratégique, vous le faites en partenariat avec une puissance étrangère, le danger, c'est que souvent, et c'est ce qui est arrivé pendant tout ce temps, pendant tout le temps où l'opération Barkhane était là, même Serval était là, pendant tout ce temps, c'est presque, vous êtes compte tenu d'avoir l'aval de ces troupes-là. Alors, d'ailleurs, une des raisons qui font que ces troupes on les a pas mis à la porte, c'est eux-mêmes qui sont partis, c'est ils ont bien vu la volonté que notre armée avait de pouvoir s'autonomiser et prendre en charge sa responsabilité dans l'élaboration des plans stratégiques. Alors, ce n'est pas un problème du centre ou du nord. C'est un problème général. Moi, j'évite un peu trop de rentrer dans les détails parce que j'ai peur du feu qui couvre dehors. Alors, maintenant, concernant ce que vous m'avez dit, je crois que... Comment sécuriser Une des choses les plus importantes, c'est qu'il faut savoir que nous avons deux abels ici. Nous avons l'État islamique, qui sont en général dans les trois frontières, dans le Lipta Gourma, et vous avez aussi des gens de Al-Qaïda, avec Koufa et puis Agagali. Alors, maintenant, le phénomène que nous assistons, c'est que Al-Qaïda, ici au Mali, a réussi à, j'allais dire, se malianiser. D'ailleurs, c'est des Maliens. Mais ils ont réussi de plus en plus à se malianiser, à rentrer dans les communautés. D'ailleurs, ils sont en général de ces communautés-là. Ils ont contracté des mariages, etc. Donc, ils ont une sorte de pesanteur dans le tissu social de notre pays. Et lorsqu'on parle d'ailleurs de la nécessité d'un dialogue avec ces djihadistes, c'est parce que c'est des djihadistes qu'on considère comme des djihadistes nationaux. Alors,
Quand il s'agit d'eux, il y a une stratégie à adopter qui est tout à fait différente avec la branche de l'État islamique, qui, eux, par exemple, ont une vision beaucoup plus trotskiste, j'allais dire, du djihadisme, qui ont comme vocation de tuer et puis de continuer. Je ne dis pas que Al-Qaïda, que la section Agbi et tout ça, qui est le GIM, n'est pas un mouvement violent, mais c'est un mouvement qui a su... D'ailleurs, vous parlez de Jinim. Jinim a félicité ses combattants pour avoir eu une victoire sur l'opération Barkhane. Peut-on parler d'échec de Barkhane dans ce cas? Mais l'échec de Barkhane, si on doit parler d'échec de Barkhane, c'est que Barkhane a considéré la lutte contre le terrorisme, encore une fois, c'est un mode opératoire, comme une lutte conventionnelle, une lutte d'une armée conventionnelle. Déjà, depuis 2014, c'était un faux problème, le problème de Barkhane. Parce que Barkhane, son mode d'organisation et son mode de combat ne correspondaient pas aux réalités de ce terrain-là. Et nous avons eu, depuis l'opération Serval, on a eu des forces spéciales qui étaient censées continuer à faire le combat. Ils ont été arrêtés à Nafis, mais on avait nos forces spéciales. La conception de lutte contre le terrorisme, c'est une conception que nous ne partageons véritablement pas avec l'organisation de Barkhane qui est venue. On nous a plaqué Barkhane, on n'a pas demandé notre avis. Et les réalités du terrain ont combattu Barkhane beaucoup plus d'ailleurs que les terroristes. Alors, maintenant, je crois qu'il va falloir faire, c'est ce que l'armée malienne est en train de faire, une réorganisation de notre mode d'opérabilité sur le terrain pour neutraliser les terroristes. En sachant que tant qu'on n'a pas l'osmose avec les populations, avec les communautés à la base, avec les populations qui sont à la base, toute action militaire risque d'être une action militaire vaine. Il faudrait, dans ce cas-là, et je crois que c'est ce qui est en train d'être entrepris, qu'il y ait une sorte de communion, de complicité que nous puissions créer avec les autorités traditionnelles du terrain pour pouvoir bénéficier du renseignement, pouvoir bénéficier également de leur soutien et faire en sorte que les jeunes qui sont mus par l'espoir, donc qui rentrent dans le djihadisme par l'espoir, ou alors qui ont des problèmes d'emploi, donc qui prennent de l'argent, parce que ces gens-là sont très riches. Et cet argent, il faut bien se poser la question de savoir d'où ça vient. Parce que c'est des gens qui te proposent un salaire, qui proposent une perspective de vie. Alors tout ça, c'est des choses que l'État, lorsque l'armée a fini de ratisser, moi je ne crois pas beaucoup aux forces qui sont en dehors des structures de l'État. Je crois que la police, le conseil, les assises ont demandé à ce que la police soit militarisée. La police, la gendarmerie, nous faut continuer à faire du recrutement et comprendre que l'armée nationale, depuis la création le 1er octobre 1960, notre armée est une armée nationale. Ce n'est pas une armée fractionnée ou alors une armée en recomposition ou alors une armée en reconstitution. C'est une armée nationale telle l'a voulu les fondateurs de notre République. Il a parlé de réorganisation de l'armée malienne. Le ministre des armées françaises a reconnu que l'armée malienne s'est réorganisée. Faut-il craindre aujourd'hui cette armée malienne qui monte en puissance? Bon, il faut craindre cette armée malienne qui monte en puissance parce que l'armée malienne a changé de stratégie. Et puis encore, l'armée malienne a eu des formateurs, je crois, qui sont auprès d'eux, qui sont en train de les suivre au pas et partout où ils vont. Donc maintenant, la peur a changé de camp à travers ces formateurs qui sont là et à travers les équipements qu'ils ont eu aussi tout récemment que le président de la transition les a donnés. Donc c'était des gens qui vraiment étaient enchaînés, je peux dire, étaient enchaînés parce qu'ils n'avaient pas aussi la possibilité d'évoluer sur le terrain à aller jusqu'à une certaine profondeur. Donc maintenant, avec la diversification des partenaires, donc nous avons vu que la France a échoué.
même si le président français ne voulait pas le reconnaître, finalement, il a fait son aveu. Donc, cet aveu qu'il a fait, et jusque-là, nous sentons en lui toutes les sorties ou les interventions qu'il fait. Donc, c'est des sorties d'aveu qu'il est en train de faire. Notre armée, aujourd'hui, comme M. Soumaré avait parlé de la police et de la gendarmerie. Donc, maintenant, nous, nos militaires, partout où ils vont, donc nous croyons qu'il faut mettre de côté des postes de police ou de gendarmerie de proximité, partout où ils parviennent à intervenir. C'est pour cela, nous disons, ce n'est pas les armes seulement qui peuvent mettre fin à ce conflit. Il faut d'autres choses en plus des armes. Quoi, par exemple? Il y a un ministère de la Réconciliation qui est là. Donc, dans les différentes localités, nous avons des légitimités traditionnelles. Il y a les imams qui sont là, il y a les chefs de village qui sont là, il y a les communautés des jeunes femmes et autres qui sont là. Il faut qu'on les intéresse. Donc, entre la population, vous savez qu'il peut y avoir des petites tensions entre eux. Surtout maintenant que l'armée est venue, il y avait des indicateurs qui étaient là pour donner des informations ou des renseignements à ces terroristes qui sont là. Maintenant que les terroristes ont été boutés de ces endroits, donc finalement, il faut que le ministre en charge de la réconciliation parvienne à organiser quelque chose et aller vite. Depuis maintenant, il ne faut pas que le ministre reste assis comme ça et laisser l'armée intervenir et puis l'armée passer. Donc maintenant, le ministre de la Sécurité, le ministre de l'Intérieur et même le ministre de l'Administration territoriale, eux, ils ont tous une part de responsabilité dans cette situation. Ils ont beaucoup de rôle à jouer. Eux, le ministre de la Solidarité aussi en plus. Faut-il aussi le retour des services sociaux de base? Oui, ça c'est obligatoire. Ça c'est obligatoire. Systématiquement? Bon, non, petit à petit, ça va venir. Parce que si la sécurité parvient à faire son travail, la police est là, la gendarmerie, un peu la garde nationale qui sont là. Donc maintenant, avec eux, l'administration, ça peut venir petit à petit. Les gens ont besoin des médecins, des infirmiers, ils ont besoin des enseignants et puis d'autres petites choses. Donc maintenant, la justice surtout. Donc maintenant, le ministère de la Solidarité aussi, avec le retour des réfugiés, donc eux, lui aussi, il doit pouvoir jouer un rôle vraiment très capital dans cette affaire. Vous avez parlé de la diversification des partenaires. Quelle place ces nouveaux partenaires peuvent-ils occuper dans le pays? Bon, ça dépend des clauses, des contrats qu'ils vont traiter avec les autorités. Donc ça dépend des autorités, ça. D'accord. Ça dépend. Quelle place ces nouveaux partenaires peuvent-ils avoir dans le pays? Bon, les partenariats, c'est toujours dans le même esprit. Ça dépend de quel cadre vous scellez ces partenariats. Ça peut relever de beaucoup de domaines. Mais en tout cas, désormais, les Maliens optent pour un partenariat gagnant-gagnant, quelle que soit la nature de son partenaire. Maintenant, relativement à la réorganisation ou à l'installation normale ou le retour des services sociaux de base dans ces zones qui sont en train d'être ratissées par l'armée malienne, et nous pensons qu'il faudrait d'abord asseoir un débat sur le concept de la déconstruction de l'idéologie djihadiste. Puisqu'il n'est pas impossible que ces débats soient posés à table. Vous savez, il a évoqué, la plupart des gens qui sont dans les rangs de ces djihadistes ne sont pas étrangers du Mali. Ce sont les mêmes fils de ces Malis-là, qui sont du centre et qui sont d'ailleurs, mais qui, pour des raisons de la mauvaise gouvernance, qui, pour des raisons de manque d'emploi et tant d'autres raisons que nous pouvons évoquer, qui leur ont poussé vraiment à augmenter les rangs du djihadisme. Donc, il faudrait d'abord asseoir un véritable débat sur la déconstruction de l'idéologie djihadiste pour empêcher la radicalisation de nos zones, quelle que soit la nature de ces débats. Ça peut être le concept doctrinaux sur la religion ou sur l'islam, pour empêcher vraiment l'islam radical. Il y a des prêcheurs et qui maîtrisent ces domaines-là. Et autre chose aussi, il faudrait vraiment asseoir une bonne gouvernance dans ces zones-là, puisque la mauvaise gouvernance, la corruption, le favoritisme et le clientélisme ont fait que beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes se sont senties frustrées et parfinies avec le désert de ces zones par l'administration, et ça consiste à donner un terreau favorable à ces djihadistes. Et dès lors, leur rang ne cesse d'augmenter. Selon les autorités françaises, il revient à l'opération Barkhane de sécuriser l'aménagement. Alors aujourd'hui, quel avenir pour l'aménagement? Bon, l'avenir de l'aménagement, moi je dirais toujours, c'est fait de par ses partenaires avec lesquels elle va s'engager pour définir clairement son calendrier et pouvoir se sécuriser réellement. Donc moi c'est cette
D'accord. Au même moment, on voit des appels des autorités de la sous-région, notamment du Sénégal, où ils demandent au président allemand de maintenir ses troupes allemandes dans le pays. Est-ce que cela est possible? Bon, moi je dirais qu'il ne faut pas occulter l'esprit du partenariat avec les forces étrangères. Mais il faudrait tout simplement inscrire désormais tout partenariat dans une dynamique de gagnant-gagnant. Il ne faut pas quand même qu'il y ait une politique d'ingérence étrangère dans les affaires relatives à la vie de la nation. C'est tout ce qui peut être négatif. Sinon, en dehors de cela, aucun pays aujourd'hui dans ce monde du XXIe siècle, qui est un monde de mondialisation, ne peut se suffire. Et même par rapport aux opérations et aux interventions de ces forces étrangères, notamment Barkhane. Mais il ne faut pas qu'on oublie que dans un passé récent, l'intervention des forces servales a été un ouf de soulagement. Encore le monument de Damien Boité est à Konna. Il y a beaucoup de Maliens qui ont baptisé ici Damien Boité, un de leurs enfants. Au-delà encore, nos évacuations militaires se faisaient à travers les hélicos de ces forces étrangères. Mais par ailleurs, c'est seule la France qui s'est tiré une balle dans le pied à travers sa politique d'ingérence. Et aujourd'hui, le Mali s'est réorganisé avec ses autorités de la transition dans une dynamique d'une coopération gagnant-gagnant et dans l'intérêt du peuple malien. Et ça, tous les pays, comme nous le savons, n'ont pas d'amis. Les pays ont des intérêts. La France n'a jamais cessé de le dire aux autres pays que la France n'a pas d'amis, la France a des intérêts. Alors le Mali aussi, désormais, n'a pas d'amis, mais le Mali aussi a des intérêts. Les Occidentaux continuent à faire croire que les autorités maliennes, les autorités de la transition ont fait recours au Wagner, alors qu'elles continuent à nuer l'implication de Wagner dans cette situation, affirmant qu'ils ont des coopérants russes. Quel est votre regard? Bon, d'abord, le Mali. Le 21 février 1961, sous instruction de Modibo Keïta, le ministre des Affaires étrangères, Ousmane Ba, le chef d'état-major général, Soumaré, ont été dépêchés en Union soviétique pour signer des accords de défense, des accords de coopération et de défense. Donc, c'est assez vieux, nos relations avec les Russes, avec l'Union soviétique d'abord, et ensuite avec les Russes. Plusieurs accords ont été reconduits. Souvenez-vous des voyages de Kissima dans les années 1970. Kissima, ministre de la Défense. Ensuite, souvenez-vous également du dernier voyage du général Dembélé, ministre de la Défense, en Russie en 1979. Donc, en 2019, je veux dire. Donc, nous avons une antériorité de relations militaires, en dehors même de la diplomatie, mais des relations militaires avec l'Union soviétique. Bon, maintenant, cette histoire de Wagner qu'on crée à corps et à cri. Il faut savoir que depuis un certain temps, on a insufflé au sein de la communauté internationale la problématique de Wagner, qu'on a omis de dire que la plupart des conflits, depuis 2000, sont réalisés par des sociétés militaires privées, que ce soit en Syrie, en Irak, un peu partout. Ici, les relations que nous avons avec l'Union soviétique, les relations que nous avons avec la Russie, dont la plupart de nos officiers y sont formés, la plupart de l'équipement de l'armée malienne provient de là, c'est tout à fait normal que nous ayons des relations de défense avec ces gens-là. Et nous avons également des relations de défense avec la Turquie, où j'étais ambassadeur. Lorsque j'étais ambassadeur, on a signé des accords de défense avec eux. On l'a en même temps avec l'Iran, avec la France, avec un peu tout le monde. Donc je crois qu'il faudrait que... D'ailleurs, c'est très bien que nous ne faisions pas de complexe à dire exactement ce que nous faisons et pourquoi nous le faisons en fonction de nos intérêts. Et donc, sur ce plan-là, je crois qu'on n'a pas trop de choses à dire. Et on attend, c'est les autorités nationales qui nous diront exactement ce qu'il y a lieu actuellement. Mais ce dont moi j'observe et ce dont moi je suis sûr, c'est qu'il y a une antériorité de nos relations militaires, même avec la France. Et voilà. D'accord. Après le départ de Barkhane et de Takuba, faut-il craindre une détérioration de la situation sécuritaire? Bon, vous savez déjà, juste pour donner quelques précisions, parce que j'étais conseiller diplomatique, l'histoire de Serval, là, on aurait pu avoir un clash avec Serval. On n'a jamais demandé qu'on nous bloque à partir d'Anefis. J'étais là lorsqu'il y avait les négociations. On aurait déjà
pour dire que, bon, c'est vrai, ça c'est l'aspect apparent où on commence à se féliciter de Serval, etc. Mais en effet, c'est ce qui va présager ce qui va se passer à Kidal. Alors, maintenant, concernant Barkhane. Barkhane, lorsqu'on le mettait en place en 2014, le 1er août 2014, on l'a mis, dans quelles conditions on l'a mis? C'est les Français qui l'ont mis, pour suppléer à la force Serval. En oubliant une des constantes stratégiques certaines, plus vous durez sur un théâtre d'opération étranger, et plus non seulement votre effet de lutte tend vers zéro, mais pire, vous avez un rejet de la population. Et je crois que Barkhane, qu'il reste ou qu'il part, stratégiquement, n'a plus de vocation. Il faudrait, et je crois, c'est pour ça qu'ils ont inventé Takuba, sauf que sans peut-être le consentement même des Maliens. Peut-être que les forces spéciales, pour moi, c'est dangereux de confier l'encadrement des forces spéciales à une autre force spéciale. D'accord. Le gouvernement pourrait-il tenir encore longtemps face à toutes ces pressions? Bon, le gouvernement peut tenir si les Maliens se donnent la main, si nous restons unis. Il n'y a pas de souci, je crois. Et puis encore pour la petite précision, le fait que la France dit qu'il y a Wagner qui est au Mali, moi je trouve que c'est une honte pour la France et puis pour les autorités françaises aussi. Une honte pour eux parce qu'ils ne parviennent pas à avoir une information, un renseignement fiable digne de ce nom que dans un journal appelé Reuters. Que c'est dans un journal qu'ils ont eu. Ça, c'est quel type d'autorité qui dirige une telle grande puissance comme la France? C'est une honte pour eux. Et nous, nos autorités nous disent que c'est des formateurs russes qui sont chez nous. Et une MINUSMA aussi, qui doit être sécurisée par la force Barkhane. Donc la MINUSMA, c'est une ONG humanitaire et non une force d'intervention. Donc je trouve que ces Français-là, ces autorités françaises déconnent. Vraiment, il est temps à ce qu'ils laissent les Maliens gérer leurs affaires. Et il est temps aujourd'hui que Macron sache que nous, nos autorités qui sont là, ils n'ont pas le traumatisme de la colonisation comme il a qualifié nos vieux dirigeants. Donc c'est des jeunes de sa génération qui lui tiennent tête. Donc on n'a pas peur de quoi que ce soit. Avant que la force Barkhane ne soit là, avant que les Takuba et autres puissances ne soient là, nous étions là. Et le problème n'est qu'un problème malien que nous allons gérer avec les groupes signataires de l'accord. Donc maintenant, en dehors de ces groupes-là, tous ces gens qui évoluent sur le terrain, donc nous disons qu'il y a des gens qui sont là pour la promotion de l'islam qui disent qu'ils sont des djihadistes. Il y a des gens qui sont des bandits, des voleurs de bétail qui sont là. Donc il y a des gens qui ont tout perdu et qui viennent pour se venger. Ouais. Et la quatrième branche, ça c'est les gens qui sont formés, payés et puis entretenus par ces mêmes forces-là qui se cachent derrière eux pour venir nous terroriser dans nos villages, dans nos hameaux, dans nos campagnes. Que vraiment assez, nous en avons assez, nous pouvons faire notre affaire nous-mêmes. Que ce soit 1000 ans, 2000 ans, nous allons gérer ça traditionnellement, nous allons discuter entre Maliens et sans médiation. En 15 secondes, que faut-il revoir rapidement pour avoir une solution rapide? Pour avoir une solution rapide, il faut que les autorités maliennes maintenant, ils donnent un chronogramme à la CEDEAO, donc pour que cet embargo ces sanctions puissent être levées, afin qu'on voit clair entre nous Maliens comment est-ce que nous allons nous organiser et discuter ensemble dans nos villages, dans nos hameaux et puis dans d'autres circonscriptions. Ça, c'est le travail du ministre de la Réconciliation. Quelle solution faut-il pour accompagner ces opérations de frappe? Bon, la solution qu'il faut pour encourager et accompagner ces opérations de frappe, c'est de toujours aussi continuer à nouer des coopérations et des relations avec les populations locales, puisque le combat du terrorisme ne se gagne pas qu'avec les frappes aériennes seulement. Il faut aussi coopérer avec les populations locales pour pouvoir vraiment déloger les terroristes dans leur nuit. Merci, c'est à ces mots que se referme ce grand dialogue dont le thème était sécurité. Quelle stratégie pour combler le départ de Barkhane et Takuba? Nous étions avec Ibrahim Soumaré, analyste en diplomatie et en stratégie, Mohamed Ben Mamata Touré, président de l'association Anko Mali, Alusseini Guindo du centre d'analyse sur la gouvernance et la sécurité au Sahel. À la régie vidéo, vous avez Mamadi Keïta, à la mise en onde Djaratou Traoré, à la coordination Mouhamadou Touré. Je suis Mrana Kilomaïga. Merci de l'avoir suivi et à bientôt.
Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri.